Il est 3 h du matin. À la gendarmerie de Murviel-les-Béziers, dans l'Hérault, une longue nuit commence pour Olivier, le chef de la brigade. Il vient d'être appelé sur une intervention délicate. Oui, de Charlie Bravo Murviel, départ sur l'incendie de... Bien reçu, 22. À 10 minutes de route, un important incendie s'est déclaré dans un commerce en plein centre d'un petit village. On a reçu un appel pour un feu de poubelle devant une supérette de village. Et la supérette est maintenant en partie calcinée. Sur place, les pompiers luttent contre le feu depuis plus d'1 heure. À son arrivée, Olivier fait le point avec Jean-Paul, son collègue. Sur Jean-Paul. Ouais, ça a bien cramé là. Donc, a priori, le magasin à l'intérieur est complètement ravagé. L'incendie est enfin maîtrisé. Mais les dégâts sont importants. La gérante du magasin vient d'arriver. Elle est effondrée. On a eu 12 h et 14 h pour voir ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Chérie. Non. Je suis dégoûté. Des années de travail qui partent en fumée. C'est un cauchemar. Les habitants du village sont sous le choc. C'était leur seule épicerie. Je ne réparerai jamais ça. Il va fermer ce magasin. Voilà ce qui va se passer. Les petites vieilles, tout le monde là. Hein, comment ils vont faire maintenant ce magasin? Je ne sais pas comment ils vont faire. À l'intérieur, c'est un désastre. Attention à la tête. Seuls quelques rayons ont été épargnés. Le reste est entièrement détruit. Les frigos, la caisse, le sol, tout est calciné. Et le plafond s'est effondré. La partie principale du magasin a été touchée, donc l'entrée, toute la zone caisse, tous les congélateurs sont HS. Voilà, il y a au moins un tiers de la partie du magasin qui est brûlée. Pour les gendarmes, l'enquête commence. D'emblée, Olivier et Jean-Paul penchent pour la piste criminelle. Car c'est cette poubelle carbonisée qui est à l'origine de l'incendie. Ce que l'on peut dire, c'est que des premiers éléments de l'enquête, il s'avère qu'un feu a été mis au conteneur qui se trouvait à droite du rail où il y avait les bouteilles de gaz et serait à l'origine de l'incendie. Les bouteilles de gaz n'ont pas explosé. Il y en a juste une où il y avait une fuite de propane qui a été neutralisée par les services de secours. La catastrophe a été évitée de justesse. Si les bonbonnes de gaz avaient explosé, le souffle aurait fait de nombreuses victimes. Coïncidence troublante, d'autres poubelles ont brûlé à une centaine de mètres de la supérette. Là, il y a un troisième conteneur derrière mon lieutenant. Juste là, sur votre droite. 3 poubelles incendiées, mais impossible de relever des empreintes car il ne reste que des cendres. S'agit-il d'un règlement de compte ou d'un acte de vandalisme? Qui a bien pu mettre le feu? C'est ce que les gendarmes veulent déterminer. C'est obligatoirement quelqu'un qui a jeté quelque chose à l'intérieur incandescent et qui a provoqué cet incendie de container. Donc c'est évidemment quelqu'un qui l'a fait volontairement. Voilà. Pour trouver des indices, les gendarmes interrogent les voisins de la supérette. Vous avez vu des flammes, vous êtes descendu? Des flammes et que j'ai appelé les pompiers directement. D'accord. Moi j'étais chez moi, j'ai entendu... De suite, j'ai su que c'était du gaz. Là. Je suis sorti. Vous avez vu quelqu'un partir ou pas Moi, non. Non. En tout cas, vous avez entendu passer un groupe de jeunes. Oui, j'en ai entendu. Dans ce sens-là? Je suis pas sûr. Non, c'est partout, c'est le bordel. C'est tout le temps derrière. À la place du 14 juillet, tout ça, là? Partout, vous entendez. C'est Chicago, je crois. Ces habitants exaspérés ont entendu du bruit, mais ils n'ont rien vu. L'affaire s'annonce complexe. Vu l'ampleur des dégâts, les enquêteurs de la brigade de recherche de Béziers sont arrivés en renfort. Déjà, il faut entendre tous les témoins, et ensuite entendre les jeunes un par un, et voir s'il y en a un qui craque. De toute façon, t'as pas d'autre élément. On n'a aucun témoignage fiable. Seule hypothèse, celle d'un groupe de jeunes qui traînaient dans le quartier cette nuit-là.
Les gendarmes vont devoir ratisser large pour retrouver les coupables. Une enquête qui va les mobiliser pendant plusieurs semaines. Des champs à perte de vue et des petits villages perdus au milieu des vignes qui respirent la tranquillité. Nous sommes dans l'Hérault, à quelques kilomètres de Béziers. Un décor bucolique, digne des plus belles cartes postales que l'on pourrait croire éloignées du crime et du danger. Mais ces dernières années, la délinquance des villes s'est exportée ici, et ces campagnes verdoyantes sont aujourd'hui le théâtre d'une criminalité que l'on penserait réservée aux grandes agglomérations. Pour assurer la sécurité des villages et de leurs habitants, 28 gendarmes se relaient jour et nuit. Installés dans le petit village de Murviel-les-Béziers, leur brigade couvre un vaste territoire de 500 km². 29 villages qui s'étendent jusqu'à la périphérie de Béziers. Est-ce que tu vas nous dire la vérité sur les dossiers ou pas? Enquête, surveillance et intervention musclée. Loin des grandes villes, les missions des gendarmes sont beaucoup plus mouvementées qu'on ne l'imagine. C'est la gendarmerie. Laurent, 48 ans, est adjudant-chef. Il enquête sur une bande de voleurs adolescents. Mais moi, ça me fait pas sourire. À 14 ans, t'es mis en cause dans un vol aggravé. Olivier, le chef de brigade, doit faire preuve de sang-froid face à un couple qui se déchire. Elle m'a filé un coup de couteau et j'ai rien compris. Allez, hop, au sol, au sol, au sol, au sol, au sol, allez. Sur ces petites routes de campagne, un nouveau fléau sème la discorde au sein des ménages, la prostitution. Allez, au revoir. Le major Franck, 27 ans d'expérience dans la gendarmerie, va avoir du fil à retordre pour retrouver l'auteur de l'incendie criminel qui a détruit la supérette. Je te conseille maintenant de dire la vérité. Il n'y en a pas 50, quand même, qui mettent le feu aux poubelles. Et dans ces petits villages, il est confronté aux rumeurs et à la loi du silence. Va jusqu'au bout. T'es pas une poubelle près maintenant. Comment ces gendarmes de campagne s'adaptent-ils à ces nouvelles formes de délinquance? Je l'ai vu de cette fenêtre-là, Ouais. et puis après je l'ai vu partir. D'accord. Pour le comprendre, nous avons suivi leur travail au quotidien. Immersion avec les gendarmes dans l'arrière-pays de Béziers. À la brigade, les journées commencent parfois très tôt le matin. Il est 7 heures. L'adjudant-chef Laurent s'apprête à boucler une enquête qui l'a mobilisé pendant plusieurs semaines. On fait un petit point rapide avant de partir. Il a convoqué toute son équipe pour aller interpeller à leur domicile 2 jeunes de 14 ans. Ils ont volé 2 VTT et une petite moto de cross. Ça, c'est les photos récupérées sur Internet des vélos identiques à ceux qui ont été volés. Il y en avait un en bleu, un en rouge. Après, la dirt, elle est comme ça. Voilà. Les 2 roues ont été dérobées en pleine journée dans des pavillons d'une banlieue de Béziers. Le préjudice s'élève à 1 300 €. Par chance, des voisins ont assisté au vol et ils ont formellement identifié les 2 jeunes mis en cause. Ils ne sont pas connus des services de la gendarmerie, mais Laurent est vigilant. Dès que la mère ou le père ouvre la porte, il faut monter dans la chambre et directement le scotcher. Allez voir. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas qu'il appelle l'autre. S'il nous entend en bas, tiens, il y a la gendarmerie en bas, donc il va comprendre, il va composer le numéro de son pote, il va lui dire et l'autre, il va se tailler. Vu le jeune âge des suspects, tout juste 14 ans, les gendarmes décident de commencer par la méthode douce. Bonjour, c'est la gendarmerie de Murviel. Il est où? Le jeune homme, que nous appellerons Kevin, est dans sa chambre. Il se réveille à peine. Mais c'est bon, t'es pas tout nu. Mais il faut que je vois ce que tu fais. Kevin n'a pas l'air surpris de l'arrivée des gendarmes. Si on est là ce matin, c'est pas pour rien, donc t'as compris? Ok, donc tu sais pourquoi on est là. Bah, tu peux t'habiller. Donc je vais rester là. Malgré son jeune âge, il n'est pas impressionné. Et il ne se démonte pas. C'est bon, maman, j'ai rien fait. Exaspéré par l'attitude désinvolte du jeune homme, Laurent hausse le ton. Moi, ça me fait pas sourire. D'accord? Non, 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 non. Mais moi, ça me fait pas sourire. À 14 ans, t'es mis en cause dans un vol aggravé. Pourquoi aggravé?
Parce qu'il est en réunion. Ils sont deux. Sous le choc, la mère cherche à protéger son fils. Nous, on sait très bien qu'il a participé au vol. Il faut qu'il vous dise aussi ce qu'il a fait. Quand vous le pénalisez, d'accord. Non mais attendez, je suis d'accord avec vous. Mais laissez-lui aussi le droit de réponse. Il n'y a pas de souci. Madame, c'est ce qui va se faire. De le croire aussi. Comme le garçon est mineur, il ne repart pas avec les gendarmes. C'est sa mère qui l'accompagnera au poste. Mais avant de partir, Laurent la met en garde. Son fils, Kevin, ne doit pas avoir de contact avec son complice. Il ne faut pas qu'il y ait de communication téléphonique. D'accord? Non, non. Parce que c'est pas le seul qu'on va... Il appelle personne. Mais vraiment, madame. Parce que si après on s'aperçoit qu'il a appelé le temps qu'on se déplace nous là-bas, c'est vous qui allez avoir des soucis. Alors, je voudrais pas que vous ayez des soucis. D'accord? Allez, à tout de suite. Sans perdre de temps, Laurent et son équipe repartent pour aller chercher le complice présumé. L'adolescent habite à 5 minutes de route, dans un quartier populaire de Béziers. Bonjour. C'est les gendarmeries de Murviel. À la porte, c'est justement le jeune homme qu'il recherche. Nous l'appellerons Samy. On vient vous voir dans le cadre d'une procédure pour vol, dans laquelle il est mis en cause. Il n'y a pas de preuve. Ah si, madame. Si on vient, c'est pas... Malheureusement, on en a. D'entrée de jeu, sa mère est sur la défensive. L'adolescent nie tout en bloc. Vol des vélos, d'accord. S'il y a des choses qu'on doit trouver ici, tu nous le dis. J'ai rien volé. Pour le moment, les enquêteurs n'ont que les déclarations des témoins pour incriminer les deux jeunes garçons. Laurent veut des aveux, alors il tente de sensibiliser le frère aîné de Samy. Votre petit frère, il tourne très très mal. Il y a des témoins, on a tout. Ce que je veux vous dire, c'est que vous êtes le plus grand, il faut que ça s'arrête. Il a 14 ans, il faut qu'il s'arrête maintenant. Parce que s'il ne s'arrête pas, il va monter en puissance et il finira en prison. Avant de quitter les lieux, une dernière vérification. On va faire un tour dans le parking quand même. Laurent a aperçu des vélos garés un peu plus loin. Peut-être la preuve qui lui manque. C'est pas du tout la marque qu'on recherche. Ni la marque, ni la couleur. Non, c'est pas cela. Aucune trace des deux roues volées. Mais Laurent est confiant. Il sait que les deux jeunes se mettront à table tôt ou tard. L'attitude qu'il a, c'est l'attitude qu'on a généralement avec les jeunes de 14 ans. Et tout de suite, c'est pas moi, j'ai rien fait. Et généralement, ça se dégonfle très très vite lorsqu'ils sont dans nos bureaux. Dans ces campagnes, les vols représentent plus de la moitié des crimes et délits. Une petite délinquance qui empoisonne la vie des habitants et entretient un sentiment d'insécurité. Alors Laurent veut marquer le coup. Entre lui et les deux jeunes suspects, c'est un bras de fer qui commence. Et l'enquêteur n'est pas au bout de ses surprises. À l'autre bout de la circonscription, des collègues de Laurent viennent de recevoir un appel inquiétant. C'est encore un problème avec un jeune garçon. Mais cette fois, il est en détresse. Sa mère n'a plus de nouvelles de lui depuis la veille et elle craint le pire. On part sur une maman qui nous a signalé que son fils avait quitté le domicile familial en laissant une lettre, fait un petit mot à sa sœur en lui disant qu'il lui léguait son ordinateur et qu'il s'excusait d'avoir été un mauvais frère. Donc c'est pas bon signe. En 24 ans de service, Jean-Michel, l'adjudant-chef, a déjà eu à gérer ce genre de situation et il sait qu'il ne faut pas prendre l'affaire à la légère. Car dans ces vastes étendues de campagne, retrouver une personne disparue peut vite se transformer en cauchemar. Première étape, recueillir un maximum d'informations auprès de la famille. Il serait parti à quelle heure? Son réveil est à 6h du mat. Le réveil du téléphone est calé sur 6h du mat? Ok. Le jeune garçon aurait quitté son domicile il y a plus de 4 heures. Une durée inquiétante s'il s'agit d'une crise suicidaire. Donc là, personne ne l'a vu partir. 6h du mat, il est 10h30. Ouais. La mère et la sœur du jeune homme sont pétrifiées d'angoisse. Les gendarmes ne peuvent même pas le géolocaliser, car l'adolescent est parti sans son téléphone portable. C'est l'incompréhension. S'il a envie de prendre l'air, de s'oxygéner, enfin de se changer les idées, ça on peut le comprendre. Ce qui est embêtant, c'est ce message.
Dans la lettre qu'il a laissée, le jeune homme semble être au bord du gouffre, prêt à faire un geste fou. Alors le temps est compté. Mais pour le moment, Jean-Michel n'a aucun indice. Est-ce qu'il a des copains, des copines? Est-ce qu'il a une petite copine? Non, il est très fermé. Il a du mal à se faire des amis. Il en avait quelques-uns sur Internet, mais je les connais pas. Vous avez accès à son compte Internet? Il a vidé son ordinateur. Un comportement clair pour effacer toutes les informations le concernant. C'est un mauvais présage pour Jean-Michel. Quant à savoir où il a pu aller, les pistes sont minces. Mais le jeune homme aimait se promener avec sa petite sœur dans les environs. Est-ce qu'il a l'habitude de se balader dans le coin Il est parti une fois faire une balade avec l'activité. Et vous êtes allé où? On est allé dans la grosse en gros. Ouais, mais où? Vers le barrage. Bon, allez, on va essayer de tourner, on va tourner, on va voir. Ok, on se tient au courant. Qui dit barrage, dit risque de noyade et donc danger de mort. C'est une course contre la montre qui commence. Moi, ce qui me pose problème, c'est le retard qu'on a sur lui. Sur place, aucune trace de l'adolescent. C'est une fausse piste et un retour à la case départ. Le jeune homme peut être n'importe où. Alors Jean-Michel décide de lancer un avis de recherche. Il mesure 1m92, maigre, il doit avoir une veste matelassée noire. Au village, une réunion de crise s'organise au pied levé. La situation est critique. Jean-Michel sait qu'il doit faire vite. Là, s'il est parti dans la verte, comme on dit, dans la campagne, il peut ne pas croiser quelqu'un avant longtemps. Et si malheureusement il a mis fin à ses jours, il peut ne pas être retrouvé avant très longtemps aussi. À la tête du dispositif, le maire du village et le major Franck en treillis militaire. Des habitants de la commune et des chasseurs ont également répondu présents. Une aide précieuse pour couvrir les vastes étendues de campagne. Donc il fait beaucoup d'hectares, quoi. 1111 hectares. 1111 hectares. Avec le village. Avec le. Donc on va essayer de le quadriller ensemble. On a l'appui des chasseurs qui connaissent eux, les territoires mieux que nous, puisqu'ils le pratiquent régulièrement. On va avoir l'appui de l'équipe cynophile, donc le maître chien qui va arriver avec un chien de recherche. Une dizaine d'habitants sont déjà sur le terrain, à la recherche du jeune homme. Et leur mobilisation va porter ses fruits. Premier espoir, l'appel d'un agent municipal qui pense avoir aperçu l'adolescent. On y va là, on va. D'accord. Allez. Ouais, alors, on s'en occupe. Il serait sur une petite route à quelques kilomètres du village. Et il marchait là, il était... Oui, mais il ne voulait pas les suivre. Vas-y, va là-bas, il y a du monde là-bas qui marche. Ouais. C'est pas le jeune, ça? Non, plus loin. C'est pas lui, ça? C'est lui, ça. Non, c'est un autre. Ah, c'est pas lui, il fait pas 1m92, lui. Ah, ok. Ah, il est là-bas. Soudain, Jean-Michel reconnaît le jeune homme au détour d'un virage. Vas-y, descends. Bonjour. Ça va? On peut discuter? On peut discuter? Moi, déjà, la seule chose qui m'importe, déjà, c'est que tu ailles bien. D'accord? Assieds-toi 2 minutes, on va discuter. Allez, assieds-toi dans le véhicule. Toi là, 2 secondes. Assieds-toi. Le garçon semble complètement abattu. Qu'est-ce qui se passe? Tu comprends qu'on peut s'inquiéter quand même. Quand on lit le message que tu as laissé, quand tu pars comme ça sans affaire, sans quoi que ce soit, il y a de quoi s'inquiéter. Tu voulais partir? Tu voulais pas te faire de mal déjà? Regarde-moi. Regarde. Tu voulais pas te faire de mal? Tu sais pas? Tu vas venir avec nous, on va retourner au village. Jean-Michel est père de famille et il sait trouver les mots pour rassurer l'adolescent. C'est la fin d'une longue journée d'angoisse. Au village, sa mère l'attend. Pour elle, comme pour tous ses proches, c'est un grand ouf de soulagement. Les gendarmes ont évité le pire. Dans le sac du jeune homme, un élément sans équivoque sur ses intentions. Je vais pas y aller par 4 chemins. Je pense qu'il faut que tu te fasses aider. Est-ce que tu serais d'accord pour te faire hospitaliser, le temps déjà
de rencontrer un psy, de faire un bilan. Et c'est avec ton accord. Le tact de Jean-Michel a payé. Le garçon accepte de partir à l'hôpital. Il sera soigné dans un service psychiatrique. En 24 ans de carrière à la campagne, le gendarme a appris à être à l'écoute. Et parmi ses collègues, il est connu pour ses talents de psychologue. C'est au feeling et à l'expérience, on va dire. Et il faut surtout pas les accabler, déjà, et prendre le temps de les écouter. On ne sait pas ce qu'il va devenir, mais dans tous les cas, aujourd'hui, on l'a aidé. On l'a aidé, on l'a secouru et on y a proposé une solution. Chaque année, les gendarmes de Murviel-les-Béziers traitent une douzaine de disparitions comme celle-ci. Un phénomène en hausse à la campagne, où les jeunes souffrent de l'isolement et de la solitude. À quelques kilomètres de là, les investigations sur l'incendie de la supérette se poursuivent. C'est l'adjudant-chef Patrice qui a repris l'affaire en main. À l'origine de l'incendie, un feu de poubelle. Le gendarme est persuadé qu'il s'agit d'un acte de vandalisme commis par des adolescents. Alors il interroge tous les jeunes du quartier. Et là, ça parle pas, là, les copains, tout ça, personne ne dit rien. Non, parce que je suis pas sorti là encore. Pas sorti. Bon, si jamais vous entendez quelque chose, n'hésitez pas. Je connais beaucoup de gens de ma génération de nos jours. Franchement, je ne veux pas faire ça là. Un coup d'épée dans l'eau. Comme souvent dans ces villages, les enquêteurs se retrouvent confrontés aux rumeurs. On se rend compte que c'est beaucoup de bruit de village. J'ai entendu que c'était des jeunes, j'ai entendu qu'il y avait des gamines qui ont vu quelque chose, mais c'est de la rumeur. L'enquête piétine. Mais Patrice mise sur les auditions pour trouver une piste. Il a convoqué des témoins présents la nuit de l'incendie, des jeunes des environs qui ont l'habitude de se retrouver le soir dans le quartier de la Supérette. Certains sont connus des services de gendarmerie. On va entendre le plus de personnes possible, avec l'espoir d'avoir des éléments ou sur les auteurs présumés, ou d'avoir les auteurs dans les auditions qu'on va prendre, quoi. Donc on va voir. Dans les bureaux, c'est un défilé. En 2 jours, les gendarmes doivent auditionner pas moins de 40 jeunes. Si t'as des choses à dire, voilà, c'est maintenant qu'il faut le dire, quoi. La soirée, tu vas passer où, toi? Chez un ami. Tu es allé chez une copine, là, où vous avez tous couché là-bas, ça? D'accord. À ce moment-là, j'étais chez moi, j'étais en train de dormir. D'accord. Qu'est-ce qui va me faire dire que c'est pas toi? Je sais pas, demander à mes parents. Encore une chose qui nous apporte pas grand-chose. Patrice est dépité, personne ne parle, par peur. Car dans le village de la Supérette, tout le monde se connaît. Les gens, ils veulent pas donner d'éléments parce que même s'ils ont vu quelque chose, parce qu'ils ont toujours peur des représailles, peur de dire les choses. Les jeunes, ils ont peur d'être des balances là. Je suis mitigé parce que je me dis que on a quand même une bonne vingtaine d'auditions dans le dossier là. Et pour l'instant, on n'a vraiment rien qui nous permettrait d'avoir une piste sérieuse sur les auteurs des incendies. Pour tenter d'accélérer les choses, le major Franck consulte le TAJ. C'est le fichier national des auteurs d'infractions. Il espère trouver des éléments sur les jeunes qui n'ont pas encore été entendus. Et justement, un profil attire son attention. Patrice, tu as vu le TAJ là? Je l'ai ressorti, le TAJ, je l'ai fait. 2015, il a cramé la boxe. Il s'agit d'un jeune homme de 16 ans, déjà condamné pour un incendie. Il vit dans le quartier de la Supérette. Il est connu pour des vols et pour avoir brûlé un box il y a quelques temps. Je pense que on va le chercher. Il n'y a pas photo, il faut aller le chercher. Ouais. Pour la première fois, les gendarmes pensent tenir une piste sérieuse. Retour dans le quartier de la Supérette. Patrice compte sur l'effet de surprise pour interpeller le jeune homme. C'est les gendarmes. Bonjour. Bonjour madame. On va voir si... Elle est là ou quoi? Oui. On peut le voir s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il a fait encore? On va justement, je vais lui expliquer, je vais lui dire pourquoi, etc. Il va venir avec nous, il faut qu'il s'explique. Par rapport à quoi? Au feu? Ah non, il était là.
franchement, là, non, c'est abusé. Et puis, Mon fils est à la maison. D'accord. Mais ça, il va l'expliquer, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que tout le monde me regarde de travers ici, je les vois. Hein. Mais J'ai genre, ici, monsieur, je l'ai vu. Hein. D'accord, ça a changé depuis le jour où c'est passé. Ça a changé. Hein. La mère est formelle. Son fils se serait assagi. Et elle affirme que le soir de l'incendie, il était à la maison. Cherche-t-elle à le couvrir? Pour en avoir le cœur net, Patrice veut entendre la version du jeune homme. Bonjour. C'est la gendarmerie de Murviel. On a besoin de vous voir. Pour avoir des explications sur votre emploi du temps, sur les dégradations par incendie qu'il y a eu la nuit dernière, la nuit d'avant. Tout comme sa mère, le jeune garçon affirme qu'il était chez lui. Mais Patrice a un doute. En fait, il va s'expliquer et s'il n'y a rien, il n'y a rien, point. Il repart et voilà, c'est tout. Hein, nous, ce qu'il faut, c'est qu'on vérifie. Donc, c'est quand même des dégâts importants là, au magasin. Ah oui, mais c'est clair, on a failli mourir quand même. Justement. C'est pour ça. Les de gaz, c'est éclaté. Tout à fait, madame. Direction la gendarmerie. Loin de sa famille, il sera peut-être plus bavard. Toi, le soir de l'incendie, là, explique-moi un peu ce que tu as fait, à quelle heure tu es rentré, tu étais avec qui? 23h. T'es rentré à 23h. Qui est-ce qui peut me confirmer ça? Mon frère, ma mère. Tu ressors ou pas après? Tu ressors pas? Je reste avec mon frère, c'est 3 mois, j'ai pas vu. T'as été au courant de ce qui s'est passé là, dans la nuit, quoi? J'ai entendu. T'as entendu? Tu es allé voir? Ouais. Voilà, la fenêtre avec mon frère. Ok. Les gendarmes n'ont aucun élément pour démonter son alibi. Encore une voie sans issue. Et vous en pensez des jeunes que vous avez entendus? Ils ont tous, de toute façon, ils sont tous. La limite, il y a la route, quoi. C'est les parents qui donnent les alibis. Et là, après, il y a des copains, ils sont à tel endroit. Ouais. Moi, je suis quand même surpris que dans un village, les jeunes, ils le sachent pas. Si c'est local, je suis vraiment surpris, quoi. Il n'y en a pas au moins un qui est balancé, quoi. Ouais. Je pense qu'à mon avis, il se chie dessus, là, parce qu'il ne pensait pas que ça prend une telle importance, quand même. Pour le major Franck, l'hypothèse d'une bande de jeunes incendiaires ne tient pas la route. L'enquête est au point mort. Pourtant, vous allez voir qu'un élément décisif va faire basculer leurs investigations. À force de frapper aux portes et d'entendre des témoins, les indices vont s'accumuler. C'est des gants qui ont été manipulés avec de l'essence. Et le major Franck va finalement mettre la main sur un suspect au profil plutôt surprenant. L'équipement du parfait petit pyromane. À la brigade, c'est une autre affaire qui devrait bientôt aboutir. Celle du vol des 2 vélos et de la moto. Kevin et Samy, les 2 adolescents de 14 ans suspectés d'avoir commis le délit, sont entendus séparément pour éviter qu'ils n'accordent leur version. La raison pour laquelle tu es ici, c'est pour des vols qui ont été commis sur... Donc il s'agit de vol de vélo, le vol d'une dirt. Tu les reconnais, les vélos, la couleur? Je te montre juste comme ça, il y avait celui-là et celui-là, d'accord? Après seulement quelques minutes d'interrogatoire, Kevin est le premier à passer aux aveux. Comment ça s'est passé? C'était quoi, l'après-midi? Oui. Après un match de foot? Oui. Vous traînez dans le village? Quoi, vous passez devant une maison ou par hasard ou c'est quoi? Par hasard. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et après, moi je me suis éloigné. Ouais. Comme il y a le portail, il est petit. Et voilà, il a pris. Il, c'est qui? Mon service. C'est du bout des lèvres que l'adolescent dénonce son complice. Mais problème, dans la pièce d'à côté, face à Edwige, l'autre adolescent dit exactement l'inverse. Et il a beaucoup moins de scrupules à lâcher un nom. Il monte, moi je monte sur le mur, il prend les 2 vélos, et après moi je les prends, je les fais tomber, je les mets de l'autre côté, en fait j'étais sur le mur, j'ai fait passer. D'accord. Du coup après, il les a pris les 2, il a pris les 2 vélos. Ah mais c'est vrai, je vous jure c'est vrai. Samy affirme avec aplomb que son copain Kevin aurait emporté les vélos. Pourtant, les enquêteurs sont persuadés que c'est bien lui le meneur. Alors Laurent, qui supervise l'affaire, hausse le ton. Arrête de te la jouer, arrête de te la jouer. Parce que non seulement tu te fous de nous, tu n'assumes pas, tu balances les autres. Dans 4 ans, le jour de tes 18 ans, tu es seul responsable des conneries que tu feras.
Il n'y aura pas papa et maman qui viendront. Maintenant, si c'est l'avenir que tu veux te construire, c'est toi qui le choisis. Loin d'être impressionné, Samy n'en démord pas. Dans la pièce d'à côté, Kevin semble plus fragile. L'enquêteur décide d'utiliser la manière douce pour le convaincre. Ça sert à rien d'aller protéger les copains parce que c'est pas des potes, quoi. Ils t'emmènent dans les ennuis. Tu me dis clairement les choses et ça se passera très bien. Qui l'a pris? Il y avait juste qui a pris, toi tu l'as pas prise? J'ai pas pris, j'ai juste aidé à le prendre. Les choses semblent claires pour les gendarmes. Samy serait bien le meneur et Kevin n'aurait joué qu'un rôle secondaire, ce qui confirme les déclarations des voisins témoins du vol. Une simple bêtise d'adolescent qui entraîne de lourdes conséquences. Pour les parents, c'est la douche froide. Le procureur nous a dit de lui faire les entrepôts, donc les empreintes, il va être fiché, empreintes, photos et ADN. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'à sa majorité, il aura un casier. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que juste, il sera enregistré dans une base, de telle manière que s'il refait une bêtise ou quoi que ce soit, il sera dedans. Voilà. À seulement 14 ans, les deux jeunes font leur entrée dans les fichiers de la gendarmerie. En lisant le procès-verbal, la mère de Kevin tombe des nues. Je sais pas ce qu'il est passé dans la tête, moi, franchement. Sans réfléchir. Ouais, mais bon, même au bout d'un moment, il faut réfluir, quoi. Ben, peut-être que ça va le... Ouais, le faire réfléchir. De toute façon, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est lui mettre une grande claque aujourd'hui quand il a 14 ans, au sens figuré, pour qu'il comprenne les choses. Samy, le meneur, est convoqué pour être jugé pour vol en réunion. Il risque jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Mais comme il n'a pas d'antécédent judiciaire, il peut espérer la clémence du tribunal. Merci, monsieur d'être venu. Quant à son complice, Kevin, il ne fait l'objet que d'un simple rappel à la loi. Avec des adolescents aussi jeunes, les gendarmes espèrent encore avoir un rôle préventif. J'espère que ta venue ici t'aura fait un peu mûrir, réfléchir à tout. Parce qu'en plus, tu voudrais aller dans l'armée, c'est ça? Bon, bah tu vois. Après, tu sais que la gendarmerie, on est militaire aussi. Donc, bon, ben voilà. Après, c'est pas pour autant parce que tu as fait une bêtise aujourd'hui que ça veut dire que c'est fini pour toi. Il y a 5 ans, la délinquance des mineurs représentait à peine une affaire sur 5. Aujourd'hui, c'est presque le double. Avec un taux de récidive qui explose. Il est 18 h, nouvelle alerte pour les gendarmes. Edwige et Olivier, le chef de la brigade, doivent intervenir sur une affaire de violence conjugale. C'est l'autre phénomène en constante augmentation dans les zones rurales. Une dispute violente au sein d'un couple se serait réglée à coups de couteau. Monsieur serait ivre, il aurait tout cassé dans la maison et pour se défendre, la dame aurait pris un couteau, lui aurait mis un coup de couteau. On n'a pas plus d'éléments sur les faits. Quand les gendarmes arrivent sur place, l'homme, un père de famille d'une 40aine d'années, s'apprête à partir en voiture. Bonjour monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Une rupture. Vous êtes fâché et... Oui, Et elle vous a fait mal. Elle est où la plaie? Pas de plaie. Je suis rentré, elle m'a dit tu me casses les couilles. Elle m'a filé un coup de couteau et j'ai rien compris. Vous l'avez violenté ou pas? Ah non, je l'ai absolument pas touché. Mais madame, on verra après. On va vous voir après. Attendez dans la maison s'il vous plaît. La tension est toujours palpable. Les gendarmes décident d'éclaircir la situation à la brigade. Je vais aller voir la dame. Étonnamment, la femme qui aurait porté les coups accepte de suivre Olivier et Edwige sans discuter, alors que de son côté, son compagnon refuse de coopérer. Il y a deux options. Première option, vous montez avec nous dans la voiture, vous venez à la brigade, on s'explique. Mon copine ne parle avec vous, vous voyez mon avocat et on n'a pas... Ça, c'est la première option. Deuxième option, de force, vous monterez dans la voiture. L'homme s'obstine. Il semble ne pas être dans son état normal. Par mesure de sécurité, Olivier décide d'employer la manière forte. Allez, hop, au sol, au sol, au sol, au sol, au sol, allez. Là, vous bougez plus. Non, on vous a demandé gentiment. On l'a demandé gentiment. Vous n'avez pas compris. Arrêtez. Maintenant. Arrêtez.
il faut coopérer avec la gendarmerie. On vous demande de asseyez-vous, montez dans la voiture. Allez, vous asseyez, monsieur. La méthode peut paraître un peu expéditive, mais le but est d'éviter une escalade de la violence. À la brigade, le pressentiment des gendarmes va se confirmer. L'homme a consommé beaucoup d'alcool. Allez. Allez, avancez. Non, non, venez par là. Tout droit. Avant de l'auditionner, Olivier lui fait passer un alcotest. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Encore. Et le résultat est édifiant. Alors regardez, vous avez 0,98. Vous êtes 4 fois au-dessus là. Parce que dans le sang, ça fait 1,96. Ça fait quasiment 2 grammes. L'équivalent d'une bouteille et demie de vin. Impossible de l'interroger dans cet état. L'audition sera pour demain, c'est la loi. Il passera la nuit en cellule de dégrisement. Au même moment, à l'autre bout du couloir, Edwige s'apprête à questionner la jeune femme. Comme souvent dans ce genre d'histoire passionnelle, sa version est différente de celle de son compagnon. Il est venu vers moi, il a commencé à se frotter une partie de son anatomie sur moi, et il a commencé à vouloir m'embrasser. J'ai dit non, tu me dégages, c'est bon, tu me saoules, vire de là. Après, quand je l'ai repoussé, ça a été que j'étais qu'une pute. Il m'a dit je vais t'en mettre une. Je me suis levé, j'ai dit ben vas-y. Et là, il m'en a mis une. Et là, il m'a arraché les cheveux, il m'a tiré les cheveux. Il m'a fait tomber. La femme ne s'en cache pas, elle ne s'est pas laissée faire. Il est tombé par terre, je lui ai mis des coups quand il était par terre. J'ai dit maintenant tu t'en vas, il voulait pas partir. Et je sais pas, je suis retourné dans la cuisine, j'ai pris le couteau, j'ai dit maintenant va-t'en. Et donc il m'a attrapé la main où j'avais mis le couteau, et en m'attrapant la main, il s'est entaillé. Edwige prend en photo sa nuque et son front, qui porte les stigmates de la bagarre. Une preuve de la violence des coups portés par son compagnon. 10 heures plus tard, Et vous venez? après avoir passé une nuit en cellule, c'est au tour de l'homme de s'expliquer. Il a repris ses esprits et son récit a changé. Il reconnaît maintenant avoir porté des coups et confirme la version de sa compagne. Elle s'est retournée, Ouais. elle a pris le couteau qui était sur la table, elle a fait ça. Et moi j'ai fait mais qu'est-ce que tu fais? Et je me suis. C'est moi qui me suis planté le couteau là. Là, d'accord. Et d'ailleurs quand j'ai vu le couteau, j'ai dit on va arriver à démontrer. Oui, vous avez vu que c'était allé trop loin, quoi. Le couple se déchire violemment depuis plusieurs années. Ce n'est pas leur première dispute et cette fois encore, les torts sont partagés. Bon, il y a des violences qui ont été commises de part et d'autre, ça c'est sûr, donc, puisqu'ils ont tous les deux des ecchymoses. Donc voilà, après savoir qui a tapé en premier, bon, ça, pour le déterminer, c'est pas évident, quoi. Pour les coups et blessures, l'homme écopera finalement d'une simple amende. Sa compagne sera relaxée. En moyenne, ces violences conjugales représentent 10% de l'activité des gendarmes chaque année. Mais depuis peu, dans ces zones rurales, un autre phénomène perturbe la tranquillité des familles. La prostitution. Fuyant les grandes villes, où le marché est saturé, elles sont de plus en plus nombreuses à débarquer sur ces routes de campagne. Comme ici, sur cette départementale, entre Béziers et Narbonne. Ouais, mais on les voit toujours. Ah ouais. Bah, l'avantage, c'est leur couleur. Tout à l'heure, on avait du jaune fluo, là, on a du rose fluo. Ah, il faut qu'elles soient visibles au bord de la route. Cet après-midi, avec un collègue, Jean-Michel a installé une surveillance près de cet axe routier très fréquenté. Arrêt, ralentissement intempestif, demi-tour, plusieurs accidents ont déjà eu lieu. Alors les gendarmes veulent stopper le phénomène. Ah, on a un camping-car qui vient de s'arrêter. Il y a une des jeunes filles qui s'est approchée du côté passager. On va voir. C'est exactement le genre de situation que Jean-Michel redoute. Et tu vois là, il vient de redémarrer le camping-car. Et celui qui est arrivé derrière, il a été obligé de le doubler. Et c'est là où voilà, on a des situations de danger. Parce qu'on se retrouve avec deux camping-cars côte à côte sur les deux voies de circulation. Si on a un véhicule ou une moto qui arrive en face, ça peut être dangereux. Pour combattre ce fléau, les gendarmes ont un atout.
Depuis avril 2016, une nouvelle loi leur permet de verbaliser les clients dès qu'ils sollicitent une prostituée. Oui. Yes, it is. Vas-y, Kiki. Mais il faut les prendre en flagrant délit. Ça monte. Elle est montée. Pour être tranquille, le conducteur du véhicule se met à l'abri des regards sur un petit chemin. Ah, il va s'arrêter là, il est facile. Hein. Allez. On va aller contrôler, c'est bon pour moi. Les gendarmes sont rapides, mais peut-être pas assez discrets. Ah, il nous a captés. Il est sorti de la voiture. Et le client est rusé. Il a abandonné la prostituée au bord du chemin. Venez voir, là, s'il vous plaît. Vous avez conclu avec le jeune, là? Pourquoi? Il n'y a pas des sous. D'accord, il vous a demandé combien c'était? 20 €. D'accord, ok, merci. Aux yeux de la loi, l'infraction est constituée, même s'il n'y a pas eu consommation. C'est la volonté de rémunérer la prostituée qui compte. Ah non, il sait se barrer. Alors Jean-Michel et son collègue décident d'appréhender le conducteur. Bonjour monsieur, la gendarmerie. Vous coupez votre moteur s'il vous plaît. Vous avez monté la jeune fille dans le véhicule? Elle était là, j'ai vu des filles là-bas, il y en avait une sur le chemin, j'ai discuté avec elle. Ouais, elle est montée dans votre véhicule monsieur. Ouais, mais elle s'est assise parce qu'elle m'a demandé de manger. C'est pas ce qu'elle nous dit. L'individu n'a pas conclu, alors il pense pouvoir échapper à la sanction. La route, vous la prenez suffisamment de fois pour savoir que ce sont des prostituées? Attendez, j'ai rien à me reprocher, j'ai rien fait. Vous avez chargé la prostituée, vous aviez l'intention de commettre un acte sexuel avec elle, moyennant finances. Ouais. Monsieur, moi je vais vous relever le recours à une prostituée, d'accord? Pour cette infraction, l'amende peut aller jusqu'à 1 500 €. C'est au procureur d'en décider et il va être clément. Le client s'en sortira avec un simple rappel à la loi. Avec des actions comme celle-ci, les gendarmes espèrent faire diminuer la prostitution. Allez, au revoir. Mais pour le moment, les filles de joie sont toujours aussi nombreuses dans l'arrière-pays de Béziers. Après une semaine de recherches infructueuses, le major Franck tient enfin une piste sérieuse dans l'affaire de la supérette incendiée. Ses équipes ont auditionné une cinquantaine de personnes et l'une d'entre elles lui paraît suspecte. Des témoignages nous expliquent qu'il était le premier sur les lieux, qu'il est resté devant et pendant l'intervention des pompiers, il est toujours resté mais prostré et un petit peu à l'écart et il regardait le feu. Sur les images que nous avons tournées, on le retrouve constamment aux côtés des gendarmes. Et contre toute attente, il s'agit d'un quinquagénaire. Toujours là au second plan, le regard baissé, observant discrètement la scène. Un comportement étrange, typique des pyromanes. Alors ce matin, Franck et son équipe ont décidé de se rendre à son domicile pour l'interroger à nouveau. Bonjour madame. Votre mari est là? Non, il est hospitalisé. Il est hospitalisé depuis quand? Vendredi. Pourquoi il est hospitalisé? Pour l'alcool. Pour l'alcool? Oui. On peut vous voir 2 minutes? L'homme est depuis quelques jours en cure de désintoxication pour un problème d'alcool. On voulait voir votre mari justement par rapport aux faits qui sont survenus la semaine dernière. Oui. Hein, les incendies. Oui. Ouais. Oui. Vous êtes au courant de quelque chose? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Sa femme n'a pas l'air surprise de voir les gendarmes débarquer chez elle. Instable, l'homme provoquerait des conflits de voisinage assez régulièrement. Franck sent qu'il est sur la bonne voie et il décide de fouiller la maison. Il a son petit bordel, comme je dis là-bas. Son atelier, comme je dis. Ah d'accord. Les enquêteurs ont besoin de preuves matérielles et ils ne vont pas tarder à mettre la main sur des éléments accablants. Comme ce bidon. Oh, de l'essence? Et ça aussi. C'est des gants qui ont été manipulés avec de l'essence. De l'essence, des gants, des bougies et des aiguilles de pain.
l'équipement du parfait petit pyromane. Franck peut avoir le sourire. Il tient enfin une piste sérieuse. Voilà, merci beaucoup, madame. Au revoir. Au revoir. Les enquêteurs repartent les mains pleines. Mais problème. Pour pouvoir interroger l'individu, ils vont devoir attendre la fin de sa cure de désintoxication. Car lors de son audition, le pyromane présumé ne doit pas être sous l'influence de l'alcool. « 15 jours plus tard, le voici dans les locaux de la gendarmerie. Il est en garde à vue. Asseyez-vous. Bon, vous savez pourquoi vous êtes là? Vous avez une idée quand même? Ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi? Si vous êtes là, c'est pas pour rien, vous le savez. Franck est persuadé de tenir son coupable. Mais il veut obtenir des aveux. Alors réfléchis bien à ce que tu vas dire. Et surtout, tu ne mens pas. Parce que ça risque de te porter préjudice. Première étape de l'interrogatoire, connaître son emploi du temps, la nuit de l'incendie. Franck doit se concentrer, car l'homme a des problèmes d'élocution à cause d'une maladie. Moi, j'avais pas sommeil. Je promène ma chienne, la vierge, et j'ai rencontré de loin la cagoule des jaunes. Le suspect accuse une bande de jeunes qu'il aurait croisé la nuit de l'incendie. Mais pour Franck, cette histoire ne tient pas la route. Au début, ça devait t'arranger. On a pensé que c'était des jeunes. T'as vu le dossier que ça a pris? Hein? Donc, je vais te dire une chose. Je te conseille maintenant de dire la vérité. Et c'est le moment de la dire maintenant. Alors, pour ces poubelles? Pour toutes ces poubelles, moi, je vous dis, je vous ai pas mis toutes ces poubelles au feu. C'est pas... Pas toutes, hein? Lesquelles t'as mis au feu? Il y en a eu deux, ouais. Deux ou trois petites. C'est un premier aveu. Sur les 4 feux de poubelle ce soir-là, l'homme avoue en avoir allumé 3. Mais il n'évoque pas celle qui est responsable du désastre à la supérette. Et les poubelles qui étaient devant le magasin? Ça s'est fait le même soir, dans le même laps de temps. Et ça continuait, c'est le bout de la rue. Va jusqu'au bout. T'es pas à une poubelle près maintenant. Sois honnête, même que t'as eu peur parce que tu pensais pas que ça brûle autant. Celle-là, là, je n'ai pas touché. Ah, ben si, tu as touché. Il n'y en a pas 50, quand même, qui mettent le feu aux poubelles. L'individu en a déjà trop dit. Acculé, il craque. C'est toi qui l'as fait? Voilà. Oui, mais je ne pensais pas que ça allait... Tu pensais pas que ça allait mettre le feu au magasin? À peine. Non. Je ne pensais pas que de là, ça allait brûler là-bas, et de là, ça allait brûler là-bas. Manifestement, le quinquagénaire a été dépassé par la situation et il n'arrive pas à expliquer son attitude ce soir-là. Pourquoi t'as mis le feu aux poubelles alors? Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Je ne sais pas. J'ai des trucs que je ne me rappelle plus après. Était-il sous l'emprise de l'alcool au moment des faits? Comment expliquer son geste? Ce sera à la justice de le déterminer. Une chose est sûre, son comportement aurait pu faire de nombreuses victimes. Et dans le village, les habitants sont encore sous le choc. En bouclant cette enquête, Franck espère ramener un peu de sérénité au sein de la population. C'est important pour la commune parce que ça a créé un certain émoi au sein de la population. Pour un village, c'est très important parce que c'est pas très grand, tout se sait. Et les gens, ils paniquent de suite. C'est pas comme dans une ville où ça passe inaperçu presque. Donc c'est important de solutionner cette affaire. Jugé en comparution immédiate, le pyromane a été condamné à 1 an de prison ferme pour incendie volontaire. L'affaire est assez inhabituelle pour les gendarmes, mais elle n'est pas exceptionnelle, car l'été dans cette région très sèche, les feux sont monnaie courante. Quelques jours plus tard, rebelote. Au milieu des vignes et de la garrigue, un spectaculaire incendie menace les habitations. Appelés en urgence, les gendarmes vont devoir sécuriser le périmètre et comprendre ce qui s'est passé. Le feu s'est-il déclenché de manière accidentelle ou est-il encore d'origine criminelle? La maréchale des logis-chefs Isabelle va devoir le déterminer.
On va essayer d'identifier l'origine du feu. Il fait chaud, il y a du vent, c'est sec, archi sec même. Donc ouais, le feu a dû prendre très très vite. Ouais. Plusieurs hectares de pinèdes ont été touchés. Tout autour, l'air est irrespirable. Sur place, les pompiers ont mobilisé d'énormes moyens. Une douzaine de camions et 2 Canadair. Avant de démarrer ces investigations, Isabelle attend que le feu soit maîtrisé. Ok, bien reçu. Pélican 35 du COS, vous avez autorisation de leur gaz, compris ? À chaque passage, les 2 avions Pélican déversent près de 12 tonnes d'eau, avant de retourner se ravitailler en mer, 50 km plus loin. Un combat acharné qui va durer plus de 2 heures et qui va être payant. C'est maîtrisé là de ce côté-là ou... Là, de ce côté-là, jusque là-bas, ça risque plus rien. Bah allez, bon courage, à plus tard. Hein. Isabelle et ses collègues peuvent désormais explorer la zone où l'incendie s'est déclenché. On retrouve des traces de feu par ici, donc après ça saute. C'est sauté là où vous voyez, il y a encore de la pinède et du pain. C'est monté, et après le feu s'est décalé sur la gauche. Il n'est pas allé à droite, heureusement, parce qu'il y a le village. Et donc il est parti sur la gauche. Le foyer est identifié, mais pour le moment, aucun indice sur les causes de l'incendie. Quant aux habitants des alentours, ils ne semblent pas avoir vu grand-chose. Oui, il y a des petits morceaux qui m'appartiennent. Ouais. D'accord. Surtout là-haut, parce que c'est allé jusqu'à là-haut. Mais quelques minutes plus tard, coup de théâtre. Un homme se présente spontanément aux gendarmes. Il craint d'être à l'origine de la catastrophe. C'est un employé viticole. Il avoue aux gendarmes avoir brûlé des branchages un peu plus tôt dans la matinée, là où l'incendie s'est déclaré. Il était rempli le trou ? Oui, il y avait des branches, quoi, à ras de la terre. À ras de la terre. Et c'est des branches, donc les feuilles sont sèches, ça brûle bien, quoi. Ouais, d'accord, vous ne mettez pas d'essence par-dessus ou quoi que ce soit. Moi, j'ai mis. Isabelle comprend enfin le scénario. Les viticulteurs, c'est vrai, ont le droit de faire un écobuage, qu'on peut appeler un écobuage, et donc de mettre le feu. Mais le problème, c'est qu'il a laissé sans surveillance. Mais à 11 h, c'est ce qu'il nous disait tout à l'heure, c'est qu'il n'y avait pas autant de vent que maintenant. À cause d'une simple erreur d'inattention, près de 5 hectares de garrigues sont partis en fumée. Abasourdi, le jeune homme commence à réaliser les conséquences de sa négligence. Pour le monsieur, là, on va rendre compte au parquet, parce qu'il y a quand même pas mal de moyens engagés, il y a une grosse superficie. Par chance, il n'y a pas eu de victimes, ni de blessés. Pour cet incendie involontaire, l'individu risque jusqu'à 30 000 € d'amende et 2 ans de prison. Cette fois, l'enquête est vite bouclée, mais d'autres affaires attendent les gendarmes. En moyenne, chaque année, dans l'arrière-pays de Béziers, ils interviennent sur plus de 1200 crimes et délits.